Parce que l'actualité n'a de sens que si on lui en donne. Un mois avec. Une émission hebdomadaire de RCJ, présentée par Ilana Sicurel. Ce mois-ci, je reçois Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut, bonjour. Bonjour. Alors, dernier volet aujourd'hui de notre cheminement en votre compagnie, et on va commencer bien sûr à parler de la situation au Moyen-Orient, une situation contrastée avec d'un côté un appel très ferme de la part des États-Unis, formulé par Condoleezza Rice, de soutenir avec beaucoup de force Mahmoud Abbas. Elle a même engagé Israël lors de la rencontre à Washington à donner un horizon politique à Mahmoud Abbas pour le renforcer. Mais Ehud Olmert semble traîner la patte. Et même si son ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, ne partage pas sa position et qu'elle serait plus favorable à aller de l'avant, il semble plutôt chercher à minimiser la rencontre de Sharm el-Sheikh et ses conséquences. Est-ce qu'on peut regretter, Alain Finkielkraut, que Ehud Olmert ne saisisse pas cette chance de soutenir les modérés? On n'en est pas encore au regret puisque le sommet de Sharm el-Sheikh n'a pas eu lieu. Donc il faudra voir et juger à ce moment-là. Mais j'ai eu pendant 3 ans une conversation très difficile avec Ronnie Broman qui a donné lieu à un livre. J'étais en désaccord sur tout. Une seule phrase de Ronnie Broman m'a vraiment modifié, ou en tout cas très fortement ébranlé. Il a appliqué au gouvernement israélien successif la célèbre phrase d'Abba Eban sur les Palestiniens. Les Palestiniens, disaient Abba Eban, ne ratent pas une occasion de rater une occasion. Et Ronnie Broman s'est demandé si ce n'était pas vrai aussi des Israéliens. Même si on n'est pas absolument en accord avec cette phrase, il est vrai qu'en Israël se conjugue souvent une très grande audace militaire et une très grande pusillanimité diplomatique. J'espère que le gouvernement saura saisir l'occasion, car c'est ça la politique, et même la prudence. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que le mot prudence, à l'origine, ne veut pas dire attitude frileuse, c'est le mot grec phronésis, sagesse pratique, jugement en situation, coup d'œil en situation d'incertitude, voilà, et on saisit, disait Machiavel, l'occasion par les cheveux. J'espère que les Israéliens en sont capables. En même temps, occasion de quoi un État palestinien est-il possible? Dans quelle mesure il faut aussi que nous sachions tous, et notamment les commentateurs, nous sachions tous, regarder la réalité en face. Et j'ai appris quelque chose sur la réalité en lisant cette semaine Le Monde. Dans les journaux, il y a l'information et l'opinion. L'information est relatée, traitée, analysée par les journalistes, et dans une rubrique à part, des personnalités extérieures au journalisme expriment leur point de vue. Les uns donc informent, les autres interprètent. C'est généralement vrai, ça ne l'est pas toujours. Pour ce qui concerne Israël, dans le journal Le Monde, l'information est le plus souvent assujettie par les journalistes eux-mêmes à l'interprétation. Les articles et les analyses des correspondants, des envoyés spéciaux sont des diatribes, des philippiques d'une extrême violence. Quoi qu'il arrive sur le territoire palestinien, Israël est montré du doigt. Plus le Hamas se déchaîne à Gaza et plus les journalistes dénoncent la cruauté d'Israël. Donc on a vu, par exemple, que les bandes du Hamas tuaient ou punissaient. Et punir, ce n'est pas tuer, c'est tirer dans les jambes. C'est tirer dans les jambes de manière à ce que l'adversaire soit amputé ou qu'il passe le restant de ses jours sur un fauteuil roulant. Ce sont des méthodes à la Charles Taylor. On est presque en Sierra Leone. Mais ces méthodes n'émeuvent pas les correspondants, précisément parce qu'elles ne sont là que pour révéler encore un peu plus la situation faite aux Palestiniens par l'occupation. Mais justement, il arrive parfois
que l'information, tenue en laisse par les journalistes, s'échappe et trouve refuge dans la page débat. Et cet événement a eu lieu dans Le Monde du mercredi, daté du mercredi 20 juin. C'est un article intitulé Gaza, les raisons de la violence, publié par Gunnar Heinsohn, directeur du Raphaël Lemkin Institute de l'Université de Brême. Raphaël Lemkin, c'est le juriste qui a forgé le mot de génocide pendant la guerre. Et c'est un institut d'études des génocides. Il ne s'agit pas de génocide à Gaza. Ce n'est pas de cela qu'il parle. Mais, précisément, il se demande... voici comment commence l'article. Le 11 septembre 2005, Israël évacuait la bande de Gaza. Le lendemain, 4 synagogues y étaient incendiées. Une foule enthousiaste de jeunes du Hamas et du Fatah applaudirent à ces profanations qu'ils célébrèrent comme des feux de joie, annonçant l'avenir d'une Palestine indépendante. 18 mois plus tard, les combattants des deux organisations mènent toujours des attaques conjointes contre leurs voisins détestés. Leurs fusées Qassam ont tué 11 Israéliens de septembre 2005 à juin 2007. Mais, dit-il, quelques 600 Palestiniens sont morts dans les affrontements entre factions rivales. Qui est responsable de cette violence et de ces conflits? Et il cite un dignitaire du Hamas, et celui-ci ne met pas les troubles en cours à Gaza sur le dos des Juifs. Autrement dit, Michel Boll-Richard est plus hamassiste que le Hamas, plus machinalement extrémiste que les extrémistes eux-mêmes, parce que voici ce que dit ce responsable, ce conseiller politique d'Ismaël Haniyeh. Il dit que le problème réside dans l'incapacité du Fatah comme du Hamas à contrôler leurs hommes dans les rues. Alors, et voici que l'auteur de l'article s'interroge. Pourquoi? Eh bien, il fait apparaître un phénomène dont on ne parle que très peu, à savoir le boom, l'expansion délirante de la démographie. Entre 1905 et 2007, la population de Gaza est passée de 240 000 à 1 500 000 habitants. Et il pose la question, comment une croissance aussi rapide a-t-elle été possible dans un territoire aussi exigu et doté d'une économie aussi pauvre? Enfin, c'est la vieille leçon selon laquelle plus on est pauvre et plus on a d'enfants. C'est absurde, mais c'est quand même une règle. Ce n'est pas vrai. Il met en cause l'UNRWA, United Nations Relief and Work Agencies for Palestinian Refugees in the Near East. En vertu du droit international, l'UNRWA considère tout résident de Gaza comme un réfugié. Donc, l'organisation fournit un logement et assure les frais de scolarité et de santé à tout nouveau-né que celui-ci, et cela marche encore aujourd'hui, tout nouveau-né que celui-ci soit le premier ou le 10e enfant d'une famille. Et l'auteur, donc, Gunnar Heinsohn, cite le cas de l'actuel Premier ministre palestinien, Haniyeh, qui a été élevé grâce à l'argent de l'école, de l'agence de l'aide occidentale, et qui est lui-même père de 13 enfants. Il dit qu'à Gaza, pour 1000 habitants, il y a 62 enfants de 0 à 4 ans. Il y en a... il y a 6200 enfants. Pour 1000 habitants de 45-49 ans. Il y a 6200 enfants de 0 à 4 ans. Pour 1000 habitants de 45 à 49 ans aux États-Unis, il y a 945 enfants, et en Israël, 1500 enfants. Donc, la proportion des enfants à Gaza est totalement délirante. Donc, on met au monde continuellement des enfants qui n'ont aucune place dans le monde. Production effrénée d'hommes excédentaires, d'hommes surnuméraires. On se demande, et nous nous posons sans cesse la question, de savoir si l'islamisme est une conséquence de l'islam, du Coran. Mais je crois que la démographie, telle qu'elle nous est ici décrite, nous aide à affiner le raisonnement et à dépasser l'essentialisme.
l'islam radical et ce qui arrive à l'islam quand la démographie est incontrôlée. Ni contrôle naturel, étant donné les progrès de la médecine, ni contrôle humain du fait de l'UNRWA. Le djihad, si vous voulez, c'est la rencontre de l'islam et de la quantité. La violence radicale et suicidaire, c'est l'exutoire des hommes en trop. Et donc, l'islamisme, c'est ce qui arrive à l'islam dans ce que Sartre appellerait le milieu de la rareté. Trop d'hommes, pas assez de ressources, pas assez de place, pas assez d'avenir. Et donc, à ce moment-là, Gunnar Heinsohn énonce ce qui n'a pas été fait et aurait dû être fait. C'est-à-dire, et notamment au moment des accords d'Oslo en 1992, il fallait aider tous les enfants déjà nés, mais supprimer l'aide aux enfants nés après 1992, et il fallait empêcher, interdire toute nouvelle installation de colons, toute nouvelle création d'implantations israéliennes. Et moi, j'avais posé d'ailleurs la même question à Shlomo Ben Ami sur les implantations, et il m'avait répondu, penaud, oui, c'est vrai, mais on n'a pas trahi les accords d'Oslo puisque ce n'était pas dans les accords. Eh bien, ça aurait dû être dans les accords. De même que cette décision sur l'UNRWA, parce que le taux de fécondité serait tombé beaucoup plus bas, comme il est tombé très bas, par exemple, en Tunisie, qui n'est pas un pays riche, et dont la situation est meilleure quand même oui, économiquement. Mais justement, cela n'arrivera pas, et donc Gunnar Heinsohn envisage une situation où il y aura toujours plus de jeunes sans perspective d'avenir, sans perspective d'emploi, sans place dans la société et qui n'auront comme seule perspective que le combat. Et cela, il faut en tenir compte. Et quand j'ai lu cet article, je me suis dit, heureusement qu'il n'y a pas que des journalistes dans les journaux français. Donc là, il y a eu un tour de passe-passe, c'est l'opinion qui donne des informations. Oui, parce que c'est à la fois une information et une information qui permet d'interpréter, mais cette générosité automatique de l'UNRWA a des effets absolument dévastateurs. Et quand on nous parle de Gaza, ghetto à ciel ouvert, etc., et quand on nous dit, sans réfléchir, qu'il y a 1 500 000 réfugiés, on ne s'interroge pas sur les raisons de ce phénomène, on ne s'interroge pas non plus sur le fait de savoir s'il y a des moyens d'y remédier, parce que quand on lit Heinsohn, on comprend mieux aussi les raisons pour lesquelles le Hamas décide d'envoyer des roquettes, de lancer des roquettes sur Ashkelon et sur Sderot. Il faut bien respirer. Et comment respirer, sinon précisément en pratiquant ou au moins en rêvant l'expansion, une expansion territoriale à la mesure de l'expansion démographique. Bon, donc voilà quelque chose en tout cas qui accentue un phénomène sociologique classique de surpopulation dans les milieux défavorisés. Mais disons qu'il y a un élément de décision politique qui émane de l'UNRWA, voilà, qui majore de manière considérable, qui accompagne, qui continue, qui flatte, etc. et sur lequel personne ne daigne réfléchir avec ce thème. Oui, il est normal que les Nations Unies consacrent aux réfugiés palestiniens une très grande part de leur budget, et il est normal d'appeler réfugiés palestiniens toute personne née à Gaza, ou peut-être aussi au Liban et en Cisjordanie, même dans les années très récentes. Il y a là une faute politique et morale qu'il s'agit de pouvoir dénoncer, car les Israéliens sont peut-être pusillanimes, mais la communauté internationale, elle, est totalement imbécile. Alors, on suivra avec attention donc ce sommet entre Mahmoud Abbas et Ehud Olmert demain, et en espérant que des avancées soient faites et qu'un soutien soit apporté net à Mahmoud Abbas. Et c'est d'autant plus d'ailleurs qu'on apprend que le Hamas est en train de perdre du terrain sur le plan diplomatique, avec notamment la Syrie qui commence un petit peu à mitiger son soutien, et même en Iran, des voix dissonantes assez, bien sûr pas celle d'Ahmadinejad, mais celle d'un ancien chef d'état-major des gardes de la Révolution qui commence à dénoncer la manière dont s'est pris le Hamas pour prendre le pouvoir. Donc il y a peut-être là un ensemble d'éléments qui font que la situation peut encore être inversée.